La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, un homme est à la une de toute la presse. Avec sa traditionnelle veste bleue, chemise blanche et sa cravate rouge, le visage buriné par le soleil de Mar-a-Lago et le regard vengeur. Trump a évidemment droit à toutes les unes ce matin. Et quand je dis le regard vengeur, ce n'est pas une vue de l'esprit pour les commentateurs. CAC, le caricaturiste de l'opinion, résume bien le sentiment général en un dessin. Son Trump est à moto, façon Mad Max. Alors je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais c'est ma revue de presse. Et c'est bien Mad Max, fusil à canoncier à la main. J'avais dit que je reviendrais, lâche-t-il menaçant. C'est effectivement l'heure de la revanche, titre le journal. Trump, saison 2, annonce les Échos. Et la saison 2 risque d'être assez différente de la première. Pour bien comprendre la différence, lisez l'interview de David Thompson par Alexandre de Vecchio du Figaro. Cela fait des années que le correspondant de RFI aux États-Unis observe le président élu. En 2017, Trump était vu comme un accident de l'histoire et un bouffon, explique-t-il. Aujourd'hui, plus personne ne rit de lui, il inspire la peur et le respect. Ses opposants sont totalement sonnés par sa victoire. Le procès en illégitimité que lui faisaient les démocrates en 2016 est impossible aujourd'hui. Il faut mesurer l'ironie de l'histoire et toute la symbolique que représente cet incroyable comeback politique, poursuit-il. Au lendemain de l'assaut du Capitole en janvier 2021, Donald Trump était un véritable paria. 4 ans plus tard, il revient plus populaire et plus puissant que jamais. Ses opposants d'hier font la queue pour embrasser la bague et lui prêter allégeance. Et on va se presser à sa cérémonie d'investiture. Avec des personnalités que l'on n'attendait peut-être pas là. Les Village People qui se pinçaient le nez devant Donald il y a 8 ans seront présents avec leur panoplie de cow-boys, d'indiens et de policemen. Lui ne devrait pas être déguisé, mais il sera bien présent. L'info a été révélée par Atlantico, elle est confirmée par Les Échos. Xavier Niel a fait le voyage à Washington. Drôle d'endroit pour l'actionnaire majoritaire du monde qui sera assis aux côtés de toute la droite radicale française et européenne. Trump prêtera serment sur 2 Bibles, explique encore Solveig Godluc, celle que lui a donnée sa mère et celle du président Lincoln. Il se rendra ensuite dans la salle du président, située dans l'aile du Sénat du Capitole, pour parapher les premiers actes officiels. Et puis, poursuit-elle, il a prévu de signer dès le premier jour des dizaines de décrets chocs. Le rodéo va commencer immédiatement. Et pendant que la tempête se lève aux États-Unis, que se passe-t-il en France ? C'est beaucoup plus tranquille, un pépère même, et le contraste est saisissant pour Cécile Cornudet des Échos, entre l'attitude de puissance de Trump et le discours minimaliste de notre François Bayrou national la semaine passée. Tandis que les États-Unis affichent leur désir d'expansionnisme, la France se met en mode pause, écrit-elle. Les Français aspirent à l'apaisement, paraît-il. Bayrou sera leur édredon. Seul événement politique du week-end, la guéguerre des boomers qui reprend avec, à ma gauche, François Hollande, 71 ans cette année, et encore plus à ma gauche, Jean-Luc Mélenchon, 74 ans en août. Nom d'oiseau, crépage de chignon, le renouveau de la vie politique française est en marche. Quoi d'autre dans la presse ? Toujours dans la série, on peut rester actif après 70 ans. Cette histoire hautement déprimante qui est relatée par le Parisien aujourd'hui en France. Une grand-mère de 77 ans a été condamnée pour agression sexuelle sur son petit-fils. Vous avez bien entendu, une mamie qui ne pouvait s'empêcher de tripoter son petit-fils qui avait entre 2 et 6 ans. Un beau portrait de Frédéric Becbédé, sans aucune transition, signé Anne Fulda du Figaro, où l'on apprend que le trublion de l'édition a failli mourir il y a 3 semaines. Toujours adepte des punchlines, il confie depuis avoir remplacé la coke par l'insuline et les bêta-bloquants. En attendant, il publie un livre sur son père qui explique peut-être quelques traits de sa personnalité à lui. Son papa était un séducteur compulsif qui emmenait ses fils dans des fêtes. Il y avait des nanas avec des chemisiers en mousseline seins nus qui fumaient des pétards, raconte-t-il. Ça se galochait dans tous les sens. On était en pyjama, on avait 11 ans, on avait l'impression d'être les seuls adultes de la soirée. Bon, mais on va terminer quand même de manière un peu moins déjantée, encore que, avec des nouvelles de Choupette. Qui ça, me direz-vous ? Eh bien, c'est la chatte de feu Karl Lagerfeld, le couturier fantasque qui avait fait de son minou sa légataire universelle. Choupette coule donc des jours heureux assis sur son tas d'or et ménageant ses apparitions. Invité d'honneur, par exemple, de la soirée de prestige du Met à New York. Un palace avait mis à sa disposition une suite, raconte Marie-Noël Demey du Figaro. La maison Caviar Caspia lui avait concocté des petits plats. La reine des influenceuses avait même fait des pieds et des pattes pour être sa dame de compagnie, mais on ne sait pourquoi le courant n'est pas passé entre Choupette et Kim Kardashian. Voilà, on va se quitter sur cette vie de chat très aristocratique
qui en rappelle d'autres chantés à l'époque par Maurice Chevalier. Mais qui fait l'agenda de Choupette? C'est ça aussi, c'est la vraie question. Qui gère? Pour limiter les sorties. Très ahurissante cette histoire. Merci beaucoup Olivier Delagarde. Votre revue de presse chaque matin sur Europe 1 et de 11h à 13h. Vous connaissez le rendez-vous Pascal Pro.